Elle est née Sarah Callahan en 1989 et a grandi à Hartford, Connecticut, dans une maison de classe moyenne. Sa mère, Elizabeth, était infirmière, tandis que son père, Michael, enseignait l'histoire au lycée. Le frère aîné de Sarah, Jason, avait 3 ans de plus qu'elle, ce qui en faisait la plus jeune des 2 frères et sœurs. Sarah a fait preuve d'un esprit vif et d'un fort désir d'exceller dès son plus jeune âge. Il a exceptionnellement bien réussi à l'école, notamment en débat et en anglais. Ses professeurs louaient fréquemment sa capacité à exprimer clairement ses idées et à comprendre des circonstances difficiles. Sa future carrière et la résolution de l'énigme qui mettrait fin à sa vie bénéficieraient grandement de cette capacité. Les premières années de Sarah connurent des difficultés. Ses parents ont eu un divorce controversé quand elle avait 14 ans. Sarah a été profondément affectée par l'événement, la rendant déterminée à créer sa propre famille sûre et aimante, et lui donnant une peur profonde de la trahison. Il se consacrait pleinement à ses études, utilisant ses résultats scolaires comme un mécanisme d'adaptation au chaos qui régnait à la maison. Ses efforts ont été récompensés lorsqu'il a reçu une bourse partielle à l'université de Yale. Captivée par l'interaction humaine et la communication, Sarah s'est spécialisée en communication et en psychologie à Yale. Il a rencontré David Thompson pour la première fois sur un campus réunissant sa 2e année. Le sourire éclatant et l'humour vif de Sarah ont immédiatement attiré David, un étudiant senior en administration des affaires. Leur histoire d'amour s'est rapidement développée. Les connaissances et la compassion de Sarah ont été renforcées par la confiance et le dynamisme de David. Il parlait déjà de mariage lorsque Sarah avait obtenu son diplôme. 2 ans plus tard, lors d'une belle cérémonie devant les amis et la famille des 2 côtés, ils se sont mariés. La carrière de Sarah en marketing a décollé après avoir obtenu son diplôme universitaire. Sa capacité à comprendre le comportement des clients et à créer des publicités efficaces lui est venue naturellement. Elle a accédé au poste de responsable marketing dans une société de publicité bien connue de Hartford à l'âge de 30 ans. Sarah n'a jamais renoncé à son désir de fonder une famille tout en progressant dans le monde des affaires. Bien qu'elle et David aient toujours eu l'intention d'être parents, ils ont lutté contre l'infertilité au fil des années. Bien qu'épuisant sur le plan émotionnel, l'événement a semblé renforcer leur lien. C'est du moins ce que pensait Sarah. Les premières années de mariage de Sarah et David ont été pleines d'attentes et de rêves. Ensemble, ils ont acheté leur première maison, une charmante coloniale de 4 chambres qu'ils avaient l'intention de meubler avec des enfants. Ils ont organisé des dîners pour leur groupe grandissant d'amis, exploré les marchés de producteurs locaux et rénové la propriété le week-end. Le travail de David en tant que consultant en gestion l'obligeait à se déplacer régulièrement pour son travail, souvent pendant plusieurs jours à la fois. Les séparations ont été difficiles pour Sarah au début, mais elle a fini par s'y habituer. Elle travaillait, suivait des cours de yoga et faisait du bénévolat au refuge pour animaux locaux pendant la journée. Ils ont passé autant de temps ensemble que possible pendant que David était à la maison, que ce soit pour passer des week-ends romantiques ou simplement se détendre sur le canapé avec un bon film et un verre de vin. Leurs amis disaient fréquemment à quel point ils semblaient toujours amoureux. Même après de nombreuses années de mariage, Sarah et David ont continué à former un front uni. Ils ont ri des blagues intérieures et ont complété les phrases de chacun. Même s'ils formaient le couple que tout le monde voulait former, au fil des années, de petits changements ont commencé à apparaître dans leur relation. David a commencé à effectuer des voyages d'affaires plus longs et plus réguliers. Lorsqu'il était à la maison, il était souvent préoccupé, vérifiant son téléphone sans arrêt ou s'écartant pour répondre aux appels. Sarah a fait de son mieux pour se montrer compréhensive et a attribué cela au stress de son travail. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, la première fracture notable est apparue dans leur façade impeccable. David, qui avait toujours célébré les anniversaires, a complètement oublié cette journée. Il n'a appelé que tard dans la nuit parce qu'il était en voyage d'affaires. Il avait l'air inquiet, mais s'excusa lorsque Sarah le lui rappela. Même s'il s'agissait d'un incident mineur, cela était une source d'inquiétude pour Sarah. Je n'avais aucune idée que cette graine germerait bientôt dans un réseau complexe de malhonnêteté et de méfiance. Par un mardi après-midi humide d'avril, Sarah a vécu un tournant qui allait définitivement changer sa vie. Pour préparer le dîner qu'ils organisaient ce week-end, il avait pris une demi-journée de congé. Sarah a trouvé une boîte à chaussures qu'elle n'a pas reconnue dans le placard de la chambre d'amis alors qu'elle cherchait un certain plateau de service. Il l'a ouverte parce qu'il était très curieux. Elle a découvert une variété d'objets à l'intérieur qui l'ont glacé jusqu'aux os. Plusieurs photographies de David avec une femme et 2 jeunes enfants que Sarah n'avait jamais vus auparavant, un 2e téléphone portable et une petite pile de cartes de fête des pères et d'anniversaire écrites par un jeune homme et adressées à papa. Sarah étudia les photographies plus attentivement, les mains tremblantes. Il montrait David souriant à la caméra, avec ses bras autour d'une belle femme brune et de 2 enfants,
une fille qui semblait avoir environ 5 ans et un garçon qui semblait avoir environ 7 ans. Plusieurs photos montraient une maison en arrière-plan, et non une chambre d'hôtel ou une destination de vacances. Les pensées de Sarah s'emballaient. David n'a-t-il jamais mentionné cette relation passée? Cependant, les enfants semblaient trop jeunes pour que cela soit vrai. Ce n'est que l'année dernière que la dernière carte de fête des pères a été envoyée. Sarah était consciente du fait qu'elle avait inconsciemment ignoré ce qui lui faisait mal au ventre. David avait une famille différente. Hébétée, Sarah a commencé à enquêter plus en profondeur. Le deuxième téléphone était toujours allumé lorsqu'il l'a allumé. David et une femme nommée Jennifer ont échangé des centaines de messages textes, dont beaucoup étaient remplis de commentaires affectueux et de conversations sur la vie de famille normale. Sarah a lu des informations sur les prochaines vacances en famille, les rendez-vous chez le médecin et les pièces de théâtre à l'école. Chaque message lui coupait le cœur comme un couteau. Sarah s'est tournée vers Internet avec les connaissances qu'elle avait acquises grâce aux messages. Trouver Jennifer Lawrence sur les réseaux sociaux n'a pas pris longtemps. Sarah a pu voir suffisamment d'informations sur son profil, qui était en grande partie privé, pour valider ses pires soupçons. Lorsque David était apparemment en voyage d'affaires à Columbus, dans l'Ohio, des perquisitions ont été effectuées dans des restaurants. Les messages sur l'adoration de sa famille étaient ambigus et toujours rédigés avec soin pour éviter de mentionner le nom de son mari. Sarah a vécu un mélange d'émotions à mesure que la réalité de la situation s'installait. Colère, choc, trahison et une tristesse profonde et atroce. Le mari qu'elle croyait connaître, la vie qu'elle croyait vivre, tout avait été méticuleusement fabriqué. Il étudia les factures de cartes de crédit de David pendant des heures et découvrit des transactions fréquentes à Columbus qu'il avait toujours justifiées comme étant nécessaires à son entreprise. Il a trouvé un autre compte bancaire avec des virements fréquents vers un compte au nom de Jennifer dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Sarah était assise dans le salon faiblement éclairé alors que la nuit tombait, entourée de preuves de la malhonnêteté de son mari. Elle se sentait souillée par la maison qui avait été son refuge. Chaque souvenir heureux a été remis en question. Il était conscient qu'il devait décider. Dois-je m'adresser directement à David? Parler à un avocat? Avez-vous essayé de contacter Jennifer? Sarah ne savait pas que sa découverte n'était que la première étape. Les décisions qu'il prendrait dans les jours à venir déclencheraient une chaîne d'événements qui tuerait plusieurs personnes dans ce réseau complexe de mensonges et de secrets. Une meilleure image de la vie d'infiltration de David est apparue à mesure que Sarah poursuivait ses recherches. Jennifer Lawrence, 34 ans, travaillait comme infirmière pédiatrique au Nationwide Children's Hospital de Columbus, Ohio. 8 ans plus tôt, j'avais rencontré David alors qu'il était à Columbus pour une longue mission de conseil. Quelques mois après leur première rencontre, Jennifer est tombée enceinte à la suite de leur brève histoire d'amour. David était déjà marié à Sarah depuis 4 ans lorsqu'il a pris la décision désastreuse de vivre 2 vies plutôt que de dire la vérité à l'une ou l'autre de ses épouses. Il avait expliqué ses absences prolongées à Jennifer en lui disant que son travail l'obligeait à partager son temps entre Hartford et Columbus. Il avait même acheté une petite maison dans une banlieue de Columbus sous le couvert d'une LLC pour continuer la mascarade, offrant ainsi à sa deuxième famille un logement à temps partiel. Jacob et Emily, les enfants, ont accepté le récit de leur père sur son travail acharné. David avait inventé une histoire complexe sur le fait d'être pilote pour justifier ses fréquentes absences. Malgré son métier exigeant, il était un père de famille aimant qui faisait de son mieux pour être là pour Jennifer et les enfants. Sarah se retrouvait constamment à opposer sa vie à celle de Jennifer. Jennifer et les enfants vivaient dans une maison plus petite et plus confortable, mais elle et David partageaient une maison spacieuse et joliment meublée. Les publications de Jennifer sur les réseaux sociaux ont révélé une vie remplie de barbecues en famille, de matchs de petites ligues et de célébrations d'anniversaire d'enfants, tandis que Sarah et David ont été aperçus lors de réceptions professionnelles fastueuses. Il était surprenant de voir à quel point les 2 vies de David étaient différentes. Il était le PDG sophistiqué et ambitieux de Sarah. Les images de sa vie avec Jennifer montraient un David plus détendu et décontracté, un homme en jean et t-shirt poussant des balançoires et construisant des châteaux de sable, tandis que des portraits de famille le montraient en costume moulant lors de galas de charité et lors de voyages lointains. Sarah ne pouvait s'empêcher de se demander si cette existence alternative, ce David différent, était plus authentique que celle qu'elle connaissait. Avait-il fait un spectacle pendant toute la durée de son mariage? La vie domestique simple que David semblait mener avec Jennifer n'aurait jamais satisfait le David qu'elle connaissait. Je ne le connaissais pas du tout ou quoi? Les sentiments de Sarah allaient de la colère et de la tristesse à d'étranges intrigues alors qu'elle en apprenait davantage sur la famille secrète de David. Il a commencé à s'inquiéter pour Jennifer. A-t-elle également été victime de cette fraude? Ou avait-il toujours eu connaissance de Sarah? Et qu'en est-il des enfants, des individus sans défense qui ignorent que toute leur vie de famille est basée sur la tromperie?
Au fur et à mesure que Sarah acquérait davantage de connaissances, elle comprit que confronter David serait plus que sa propre douleur et sa trahison. Ces actes auraient de vastes répercussions, ruinant peut-être la vie de 2 petits-enfants innocents. La décision sur ce qu'il fallait faire ensuite semblait impossible en raison du poids de cette information qui pesait sur elle. Sarah a lutté pendant des jours avant de décider qu'elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il avait besoin que David lui donne les réponses dont il avait besoin. Elle a décidé de le confronter un vendredi soir alors qu'il devait revenir d'un voyage d'affaires. Sarah a été extrêmement anxieuse toute la journée, pratiquant ses mots, observant ses réactions et essayant de se préparer à tout. Le sourire amical de David s'est évanoui lorsqu'il est entré dans la maison à 19h, et découvrit Sarah assise rigidement sur le canapé du salon, avec la boîte à chaussures et des piles de preuves sur la table basse devant elle. Lorsqu'il réalisa que son monde méticuleusement construit était sur le point de s'effondrer, la couleur de son visage disparut. « Nous devons discuter, Sarah. » Il a essayé de me parler de Jennifer et des enfants, mais sa voix était un peu tremblante. « Je suis pleinement informé. » David resta immobile dans l'embrasure de la porte pendant une seconde, un masque de choc et de terreur couvrant son visage. Il est ensuite passé en mode contrôle des dégâts comme si un interrupteur avait été actionné. Il tendit les mains dans un geste conciliant alors qu'il se dirigeait vers Sarah. « Je peux t'expliquer, chérie. Ce n'est pas ce que tu penses. » Sarah, cependant, ne pouvait pas être apaisée. J'étais blessée et en colère après des mois de méfiance et des jours de certitude insupportables. Éclata-t-elle en élevant la voix en accusant et en interrogeant son mari. Quelle a été la durée de cela? Comment avait-il pu la trahir ainsi? A-t-elle jamais été vraiment aimée de lui? Ou leur mariage avait-il été une imposture dès le départ? Les réponses de David étaient une série d'excuses et d'excuses. Cela n'avait pas été son intention. Il s'était senti confiné. Séparément, il aimait ses 2 familles. Trouver une méthode pour rompre avec Jennifer avait toujours été son objectif. Mais ensuite, les enfants sont arrivés. Il s'est sincèrement excusé. Sarah a constaté un changement chez David à mesure que la conversation devenait plus animée. Son choc et ses regrets furent remplacés par un regard calculé et glacial. L'attitude de David a complètement changé lorsque Sarah a suggéré de dire la vérité à Jennifer. Son ton devint menaçant alors qu'il conseillait à Sarah de réfléchir attentivement à sa prochaine ligne de conduite. Sarah s'est rendue compte qu'elle était témoin d'une facette jusqu'alors inconnue de David. Elle pensait le connaître mieux que quiconque, mais ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Cet inconnu avait la capacité de vivre dans le mensonge pendant des années, trompant tout son entourage. Il eut un éclair de peur pour la première fois. Lorsque David est sorti en trombe de la maison, le visage déformé par un mélange de panique et de rage, l'altercation a pris fin brusquement. Sarah a entendu sa voiture sortir de l'allée après s'être éloignée. Elle se retrouva seule parmi les décombres de leur vie brisée, dans le silence résonnant de sa maison. Sarah s'est sentie paralysée immédiatement après l'altercation. Elle errait dans la maison dans le brouillard, alternant des sanglots et un étrange silence. Elle a passé des journées hébétées, mangeant ou dormant à peine, revivant mentalement la confrontation, et a appelé au travail en disant qu'elle était malade. David n'est jamais rentré chez lui. Sarah a d'abord pensé qu'il était venu avertir Jennifer, ou peut-être pour finalement décider de faire passer son autre famille avant sa vie avec Sarah. Cependant, alors que les jours passaient sans communication de David, sans activité sur son téléphone portable principal et sans dépenses sur leur carte de crédit commune, une nouvelle inquiétude commença à la consumeur. David était où? Que essayait-il de faire? Elle n'avait aucune idée de ce dont l'homme qu'elle avait affronté pouvait être capable, et il n'était pas le David qu'elle connaissait. L'inquiétude de Sarah s'est transformée en panique à mesure que le silence se prolongeait. Il n'avait parlé à personne de cette rencontre ni de ce qu'il avait appris. Elle réalisa qu'elle était seule avec un secret qui semblait trop énorme et terrifiant pour qu'elle le garde pour elle maintenant que David était parti et que sa vie entière était en ruine. Sarah n'avait aucune idée que sa décision de dire enfin aux autres ce qu'elle savait déclencherait une série d'événements qui auraient des effets bien plus négatifs qu'elle n'avait jamais imaginés. Sarah a finalement pris la parole 5 jours après l'altercation, alors qu'elle n'avait toujours pas de nouvelles de David. Le membre de la famille avec lequel elle se sentait le plus liée était Emma, la sœur cadette de David. Sarah a raconté toute l'histoire autour d'un café dans un café tranquille. Le visage d'Emma était tiré et pâle alors qu'elle écoutait avec horreur Sarah exposer toute l'étendue de la tromperie de David. La surprise d'Emma céda bientôt la place à l'action. Elle a insisté pour qu'il contacte la police, car elle était convaincue que la disparition de David était grave. Sarah a accepté à contre-cœur, craignant que sa douleur privée ne devienne publique. La police a pris le rapport au sérieux. L'enquête a été menée par le détective Michael Lawson, un policier expérimenté connu pour résoudre des affaires. Il écouta attentivement Sarah décrire ce qui s'était passé avant la disparition de David.
Pour le détective expérimenté, la révélation du secret de famille a immédiatement déclenché un signal d'alarme. Choquée par ces révélations, Jennifer Lawrence a dans un premier temps refusé de parler à qui que ce soit, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle a été contrainte d'aider la police. Dans sa déclaration, elle a décrit un père et un mari dévoués qui n'avaient jamais laissé soupçonner qu'il avait une autre vie. Le détective Lawson a découvert d'autres contradictions dans la vie de David alors qu'il poursuivait son enquête. Selon les dossiers financiers, d'importantes sommes d'argent ont été transférées d'une manière qui ne correspondait pas à leurs revenus connus. Selon ses collègues, certaines des prétendues visites d'affaires de David ne correspondaient pas aux documents de l'entreprise. À mesure que les preuves de fraude et de tromperie se multipliaient, la réputation de David Thompson en tant qu'homme d'affaires prospère et moral a commencé à s'éroder. La voiture de David a été découverte abandonnée dans un parking près de l'aéroport international de Bradley 2 semaines après le début de l'enquête, ce qui aurait pu constituer un tournant. Aucune caméra n'avait vu David quitter le garage, mais les images de sécurité le montraient entrer. Le mystère est devenu encore plus complexe avec cette découverte. David avait-il abandonné la nation? Se cachait-il en attendant la fin du scandale? Ou est-ce que quelque chose de plus sombre s'est produit? Sarah et Jennifer ont commencé à ressentir de la tension à mesure que l'enquête devenait plus intense. Autrefois un pilier de la scène sociale, Sarah est devenue une recluse totale, ne quittant sa maison qu'en cas d'absolue nécessité. Le stress de la situation est devenu trop important pour que Jennifer puisse le gérer, alors elle a pris un congé pour que les choses restent normales pour ses enfants. De nombreuses vies avaient déjà été irrémédiablement changées par la série d'événements déclenchés par la découverte de Sarah. Cependant, personne n'aurait pu prévoir la terrible direction que prendraient les recherches de David. Le détective Lawson et ses collègues ont continué à se pencher sur toutes les facettes de la vie de David Thompson alors que les semaines se transformaient en mois. Ils ont découvert un homme qui vivait depuis des années au bord de la découverte, gérant un réseau complexe de tromperies financières ainsi que 2 familles. Les antécédents professionnels de David ont montré une série d'incohérences, selon les entretiens avec ses collègues. Un autre consultant, Simon Reeves, s'est souvenu d'occasions où David avait affirmé être en réunion avec des clients dont Reeves savait que cela n'avait jamais eu lieu. Même s'il avait toujours respecté la capacité de David à attirer de nouveaux clients, il se demandait désormais si ces clients avaient réellement existé. Les dossiers financiers de David ont révélé des preuves encore plus préjudiciables. David exploitait depuis des années un système complexe de Ponzi, qui a été découvert par des juristes. Tout en volant d'énormes sommes d'argent, il profitait de sa position pour fabriquer des contrats de conseil, puis utiliser les fonds de nouveaux investisseurs pour liquider les anciens. Cela montre comment il a réussi à maintenir son style de vie extravagant et à entretenir 2 résidences. De nombreuses anciennes connaissances et associés de David faisaient l'objet d'une enquête lorsque la vérité sur ses actions frauduleuses est devenue publique. Encore choquée par l'échec de son mariage, Sarah devait désormais envisager la possibilité que toute sa vie avec David ait été basée sur une conduite illégale. Il a parlé à des avocats pendant des heures pour tenter d'évaluer l'étendue de son exposition juridique. Il soupçonnait que son style de vie somptueux avait peut-être été financé par des fonds volés, même s'il n'était pas au courant des actions illicites de David. Pendant ce temps, Jennifer combattait sa propre version de ce cauchemar à Columbus. Le monde qu'elle avait créé avec le père de ses enfants, David, s'effondrait autour d'elle. La police l'interrogeait constamment. Chaque conversation qu'il a eue avec David au fil des ans a été examinée à la recherche d'indices. Expliquer à Jacob et Emily pourquoi leur père ne rentrait pas à la maison et pourquoi des choses négatives étaient dites à son sujet à la télévision était l'aspect le plus difficile. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, une chronologie plus précise des derniers mouvements connus de David a émergé. La nuit de sa disparition, David a été vu entrant dans le parking de l'aéroport où sa voiture a été découverte, portant un grand sac polochon, selon les images de sécurité. Mais il n'y avait aucune vidéo de lui sortant du garage ou entrant dans le terminal de l'aéroport. En conséquence, le parking a été minutieusement fouillé, y compris aux endroits non visibles par les caméras. Les enquêteurs sont tombés sur une révélation qui donne à réfléchir au cours de leur recherche. Le sac polochon de David a été découvert caché dans un escalier rarement utilisé. À l'intérieur se trouvait son téléphone, son portefeuille et un message manuscrit. Tous ceux qui ont participé à l'enquête ont été choqués par ce qui était écrit dans la note. David y présentait ses excuses pour les souffrances qu'il avait causées à ses 2 proches et reconnaissait ses actes frauduleux. Il a écrit sur le sentiment d'être coincé et sur l'anxiété constante d'être découvert qui avait envahi sa vie pendant des années. Une déclaration terrifiante marquait la fin de la note. Le cours de l'enquête a été modifié par la découverte de la note. Était-ce une note de suicide? David s'était-il suicidé? D'ailleurs, où était son corps? Un dernier mensonge dans une vie pleine de mensonges.
destiné à détourner l'attention des enquêteurs pendant qu'ils fuyaient pour commencer une nouvelle vie quelque part. Les conséquences des actes de David Thompson ont continué à s'étendre alors que ses recherches entraient dans une nouvelle étape. Des réputations ont été endommagées, des fortunes ont été perdues et des vies ont été bouleversées. Cependant, l'ampleur des dégâts reste encore incertaine et le nombre de victimes va augmenter. L'enquête prend une tournure inattendue et sinistre 3 mois après la disparition de David. Le collègue de David, Simon Reeves, qui avait signalé à la police des incohérences dans les déclarations d'emploi de David, a été découvert mort à son domicile. Au début, cela ressemblait à un triste accident. Il semble qu'après une nuit de forte consommation d'alcool, Reeves est glissé dans les escaliers. Certains aspects, cependant, ne concordaient pas. Le détective Lawson, désormais responsable d'un groupe de travail dédié à l'enquête sur Thompson et ses conséquences, s'est approché des lieux avec méfiance. Le corps de Reeves semblait être dans la mauvaise position en raison d'une chute involontaire. De plus, Reeves était considéré comme un buveur social qui n'avait pas tendance à en abuser. Des traces d'un puissant sédatif ont été trouvées dans le système de Reeves après une enquête médico-légale approfondie. Ils n'en ont pas prescrit. Une hypothèse terrifiante a émergé au fur et à mesure que l'enquête sur la mort de Reeves avançait. Reeves avait-il été réduit au silence pour l'empêcher de révéler davantage la tromperie de David? Le moment était étrange, sans aucun doute. Le lendemain, Reeves devait soumettre une déclaration plus exhaustive à la police. Les gens ont été choqués d'apprendre le décès de Reeves. Les gens qui connaissaient David et qui avaient été ou allaient être interrogés par la police ont commencé à les observer de près. Ce qui avait commencé comme une histoire sensuelle sur une double existence avait maintenant pris une tournure mortelle. Après la disparition de David, Sarah, qui souffrait déjà d'anxiété et de désespoir, est restée presque immobilisée par la peur. Bien qu'il n'ait jamais rencontré Reeves, il était horrifié à l'idée qu'une personne impliquée dans l'affaire David avait été brutalement assassinée. Il sortait rarement de chez lui et disposait d'un système de sécurité. Jennifer a fait face à ses propres préoccupations à Columbus. Il devait penser à ses enfants. Et il était presque intolérable de penser qu'ils pouvaient être en danger à cause de leur relation avec David. Il a pensé à déménager et à recommencer dans un nouvel endroit. Cependant, cela n'a pas été possible en raison de l'enquête en cours. La police a appris que Reeves avait constitué son propre dossier sur les actions de David pendant qu'elle enquêtait sur sa mort. Avant l'arrivée de la police, elle avait fouillé minutieusement son bureau à domicile, mais n'avait pas réussi à trouver de coffre-fort secret. Les détectives ont découvert des documents suggérant que la tromperie de David était plus étendue qu'il ne l'avait initialement pensé, incluant peut-être des comptes offshore et des liens avec le crime organisé. L'un des tournants de l'affaire fut la mort de Simon Reeves. Ce qui a commencé comme une histoire de fraude financière et d'infidélité s'est transformé en une possible enquête pour meurtre. En outre, les conséquences du réseau de tromperie de David Thompson ne seraient pas la dernière vie perdue alors que les tensions et la panique montaient. Toutes les personnes impliquées dans l'affaire David Thompson ont été envahies par la terreur dans les semaines qui ont suivi la mort de Simon Reeves. Même si Jennifer et les enfants résidaient dans une zone où il y avait davantage de patrouilles de police, cela n'a guère apaisé les tensions. Il y avait des menaces. Au milieu de la nuit, Sarah a entendu une respiration lourde à l'autre bout du fil d'appels téléphoniques anonymes. Jennifer a découvert le mot « menteur » gravé sur la peinture de sa voiture. Un colis contenant un rat mort a été livré à l'ancien employeur de David au sein du cabinet de conseil. L'enquête sur la mort de Reeves a soulevé plus de questions que de réponses. La plaque d'immatriculation était cachée sur la camionnette indescriptible qui était garée près du domicile de Reeves la nuit de sa mort, selon les images de surveillance du quartier. Des entretiens avec des voisins ont révélé qu'un étranger avait posé des questions sur Reeves quelques jours avant sa mort. Cependant, les descriptions de l'homme étaient contradictoires et ambiguës. La façade des personnes les plus proches de l'affaire a commencé à révéler des fissures à mesure que les tensions montaient. La sœur de David, Emma, a crié à une caissière qui, selon elle, la surveillait lors d'une explosion publique dans un supermarché voisin. Après que le fils aîné de Jennifer, Jacob, se soit battu avec un camarade de classe qui l'avait taquiné à propos de la disparition de son père, il a été suspendu de l'école. Le détective Lawson et ses collègues ont suivi chaque piste, aussi petite soit-elle, jour et nuit. Ils pensaient que les pièces manquantes des dossiers financiers de David détenaient le secret pour résoudre tout le mystère. Cependant, chaque fois qu'ils pensaient être sur le point de réaliser une avancée majeure, ils se heurtaient à un nouvel obstacle. Les tensions augmentaient chaque jour et l'affaire était devenue une poudrière. Une seule étincelle provoquerait une explosion. Une autre mort surprenante allait allumer cette étincelle. 6 semaines s'étaient écoulées depuis le meurtre de Simon Reeves lorsque le deuxième décès s'est produit, et cette fois, c'était beaucoup plus personnel. La personne qui avait initialement exhorté Sarah à appeler la police, Emma Thompson,
la sœur cadette de David, a été retrouvée morte dans son appartement. Il n'y a eu aucune tentative de faire passer cela pour un accident, contrairement à la mort de Reeves. L'appartement d'Emma a été saccagé et elle a été étranglée. Même les détectives les plus expérimentés ont été surpris par la gravité de la scène de crime. Il était évident que le tueur cherchait quelque chose. Cependant, on ne sait toujours pas s'il a été découvert. Sarah a ressenti la nouvelle comme un coup porté au corps. Durant ce traumatisme, Emma avait été sa plus proche confidente. La seule personne qui semblait comprendre la gamme d'émotions que Sarah éprouvait. Elle n'était plus là, il n'était qu'une autre victime du chaos provoqué par David. Après avoir appris la nouvelle, Jennifer a dû prendre la décision difficile de déménager ses enfants dans la maison de ses parents, dans la campagne de l'Ohio. Son instinct maternel la suppliait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la sécurité de ses enfants, car la menace était trop réelle et trop proche. Une hypothèse inquiétante a émergé au fur et à mesure que l'enquête sur le meurtre d'Emma avançait. Poussée par un mélange d'incrédulité, de rage et du besoin de comprendre comment son frère avait pu vivre un mensonge aussi complexe, Emma avait commencé à constituer son propre dossier sur les actes de David. Était-elle une cible parce qu'elle avait découvert quelque chose? La police a découvert que l'ordinateur portable d'Emma avait disparu de son appartement. Quelques heures avant sa mort, son stockage cloud avait été vidé. Quelqu'un avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour garder caché ce qu'Emma avait trouvé. Les forces de l'ordre ont été secouées par le double coup dur de la mort de Reeves et d'Emma. Officiellement, ils ont appelé le FBI. Il est désormais clair que l'affaire dépasse le champ de compétences de la police locale. Le détective Lawson a été associé à l'agent Carla Mendez, une enquêteuse expérimentée sur les crimes en col blanc très médiatisés. Mendez a commencé à percevoir des tendances au fur et à mesure de son enquête sur l'affaire, indiquant qu'il y avait plus de personnes impliquées que David Thompson. Les meurtres, les fraudes financières, les coups d'état professionnels qui ont été présentés comme des accidents, tout portait à croire que le crime organisé était impliqué. David s'était-il entouré de personnes nuisibles? Ou s'est-il livré à des activités criminelles plus graves qu'on ne le pensait? L'urgence de retrouver David, mort ou vif, s'est accrue puisque deux meurtres étaient désormais liés à l'affaire. Cependant, l'homme qui avait pu mener une double vie pendant des années devenait tout aussi insaisissable. Ceux qui sont restés après David n'ont plus qu'attendre avec terreur que l'enquête entre dans une nouvelle phase, se demandant qui pourrait être attaqué ensuite. L'avancée de l'affaire est venue d'un endroit surprenant. À environ 50 milles de Millbrook, un randonneur a découvert une cabane abandonnée dans un parc national. Il découvre un mur couvert de coupures de journaux et de signes d'occupation récente. Terrifié par ce qu'il a vu, le randonneur a appelé le 911. L'agent Mendez et le détective Lawson savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'important dès leur entrée dans la cabine. Ils ont trouvé un ordinateur portable, identifié plus tard comme appartenant à Emma Thompson, caché sous une planche flottante. Ils n'avaient pas eu d'avance solide depuis des semaines. Alors que les médecins légistes commençaient à fouiller la cabane et ses environs, Sarah reçut un appel qui la fit trembler. David était celui-là. Il avait une voix rauque et méconnaissable. Il lui a dit que pour tout lui expliquer, il devait la voir. Sarah a décidé de le rencontrer contre son meilleur jugement, car elle était impatiente d'obtenir des réponses. Une usine abandonnée à la périphérie de la ville servait de lieu de rencontre. Le cœur battant, Sarah entra dans la structure en ruine. Elle savait que la police encerclait les lieux et avait informé le détective Lawson de la réunion. Pourtant, elle se sentait terriblement exposée. David, le fantôme de l'homme qu'elle avait épousé, est apparu des ténèbres. Ses yeux étaient enfoncés, son apparence autrefois immaculée était maintenant en lambeaux et échevelée, et il était mince. Personne n'a rien dit pendant un moment. Entre eux, le fardeau de tout ce qui s'était passé pesait lourdement. Finalement, David commença à parler. Il laissa les mots couler de lui comme un flot. Il y a des années, il a parlé de rejoindre un groupe criminel et d'utiliser son travail de consultant comme couverture pour blanchir de l'argent. Au début, c'était juste une question d'excitation et d'argent supplémentaire. Cependant, il fut bientôt trop profond pour s'échapper. Alors qu'il parlait de Jennifer et des enfants et de la façon dont il était vraiment tombé amoureux de sa deuxième famille, sa voix se brisa. Pour leur offrir la vie normale qu'il pensait ne jamais pouvoir assurer pleinement à Sarah, il avait essayé de les tenir à l'écart de ses activités illégales. Sarah a ressenti toute une gamme d'émotions pendant que David parlait. Des sentiments de colère, de sympathie, de dédain et un léger écho de son amour passé pour cet homme. Mais surtout, elle était profondément attristée par toutes les vies que les décisions de David avaient ruinées. L'attitude de David changea brusquement. Ses yeux prirent une expression sauvage et méfiante alors qu'il parlait d'Emma et Reeves. Il était sûr que nulle part n'était sûr et qu'il était pourchassé. Inquiète de ses actes imprévisibles, Sarah a tenté de le calmer et de le persuader de se rendre.
Soudain, l'air s'est rempli du son des sirènes de police. Paniqué, David a sorti son arme. Sarah ne savait pas qu'il portait une arme à feu. Pour tenter de le calmer, elle leva les mains. David, cependant, était irrationnel. Il criait qu'il ne pouvait pas aller en prison tout en brandissant sauvagement son arme. Bien que tout cela se soit produit en quelques secondes, les cauchemars de Sarah rejoueraient les événements au ralenti pendant des années. Lorsque la police est arrivée, ils ont dit à David de déposer son arme. David pointa le fusil sur lui-même, le visage tordu par l'agonie. Il y a eu un coup de feu. Sarah est restée immobile au milieu du chaos qui a suivi lorsque les ambulanciers et la police sont arrivés sur les lieux, témoins de l'horrible conclusion du récit de David Thompson se déroulant sous ses yeux. L'ampleur des méfaits de David Thompson est devenue claire dans les jours et les semaines qui ont suivi l'altercation dans l'usine fermée. Les détails de l'ordinateur portable découvert dans le cockpit ont fourni un aperçu effrayant de l'ampleur des actions de David Thompson. En plus de souligner l'étendue de ses délits financiers, les dossiers récupérés par les médecins légistes ont également révélé ses liens directs avec un réseau criminel mondial. L'élément manquant qui expliquait la violence croissante entourant l'affaire était ses liens. David était devenu un handicap au lieu d'un simple pion. Sarah a été prise dans une tornade d'attention médiatique et de briefings de police dans les jours qui ont suivi la mort de David. Son récit a été largement diffusé dans tout le pays, et l'homme à qui il avait confié sa vie était désormais un symbole de corruption et de trahison. Cependant, Sarah a ressenti un étrange sentiment de clôture sous le choc. Il pensait que l'horreur avait enfin disparu. Cependant, Jennifer Lawrence a rencontré un autre type de difficulté. Elle a dû recoller les morceaux pour ses enfants, Jacob et Emily, après le départ de David. Soigneusement cachée, la vérité sur leur père planait sur leur sort comme un nuage noir. Pour reconstruire une vie loin des projecteurs, Jennifer a pris la décision de quitter définitivement Columbus et de déménager dans une petite ville. La conclusion de l'enquête a marqué le début d'un long processus de rétablissement pour Sarah. Incapable de supporter les souvenirs gravés dans les murs de la maison qu'elle avait partagée avec David, elle l'a vendue. Il a recommencé dans une nouvelle ville, s'est concentré sur sa thérapie et a lentement reconstruit sa vie. Elle s'est finalement tournée vers l'écriture pour se consoler, transformant ses souffrances en un mémoire qui allait devenir un best-seller. Les morceaux de la toile de David étaient encore en train d'être démêlés par le détective Lawson et l'agent Mendez, qui ont été salués comme des héros pour leurs efforts sur l'affaire. Même si certaines des énigmes entourant ses agissements restent entières, l'organisation criminelle dans laquelle il était impliqué a été inculpée et arrêtée. Quant à David, son héritage était celui de la destruction, un homme dont les décisions ont causé sa propre mort et dont les mensonges ont détruit des vies. Cependant, Sarah et Jennifer ont survécu à la dévastation et ont continué à vivre leur vie avec une force inébranlable. Ainsi, l'histoire de David Thompson, un avertissement contre la tromperie, l'avidité et la fragilité de la confiance, est arrivée à sa conclusion. Même si les blessures subsistaient, beaucoup de ceux qui l'ont suivi ont trouvé précieux dans les leçons qu'ils avaient apprises, prouvant que l'esprit humain peut persévérer et se rétablir même dans les circonstances les plus difficiles. La richesse des documents contenus sur l'ordinateur portable découvert dans la cabine a révélé un réseau complexe de tromperies financières, de relations criminelles et de trahison. Il s'agissait notamment de projets d'opérations futures qui ne se sont jamais concrétisés, de correspondances avec des membres d'un syndicat criminel et de fichiers cryptés détaillant des comptes offshore. Les éléments de preuve dressaient le portrait terrifiant d'un homme qui avait soigneusement planifié sa vie tout en équilibrant le crime organisé et la loi. Les enquêteurs ont découvert des liens entre David et une importante organisation criminelle mondiale alors qu'ils assemblaient les dernières pièces du puzzle. Étant donné que Reeves et Emma avaient probablement trop appris et payé le prix ultime pour leurs informations, ces liens ont contribué à expliquer la violence entourant l'affaire. Sachant que l'étau se refermait sur lui, David avait tenté de fuir, mais s'était retrouvé piégé par ses propres tromperies. Tout ce que Sarah craignait a été amèrement confirmé par les découvertes. L'homme qu'elle pensait connaître était un étranger et sa relation avec David était basée sur la tromperie depuis des années. Mais il y avait aussi un étrange sentiment de finalité qui accompagnait la réalité. De la manière la plus dévastatrice possible, le chapitre a été clos. Jennifer a travaillé pour réparer la vie de ses enfants tout en essayant de les protéger des conséquences. Déterminée à donner à Jacob et Emily un sentiment de normalité, elle a déménagé dans une zone rurale isolée, loin des projecteurs. Il s'est efforcé de s'assurer que les transgressions de son père ne les suivaient pas à mesure qu'il grandissait. Pour les autorités, cette affaire est devenue une enquête historique sur la fraude financière et le crime organisé. Malgré le fardeau des vies perdues au cours du processus, le détective Lawson et l'agent Mendez ont été félicités pour leurs efforts. David avait fait partie d'un syndicat qui avait fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires et nombre de ses dirigeants ont été poursuivis. Après l'incident,
Sarah s'est retrouvée aux prises avec une identité brisée et une maison vide. Cependant, elle ne s'est pas laissée définir par le comportement de David. Elle a entamé un chemin de découverte de soi, a suivi une thérapie et a finalement utilisé ses expériences pour écrire un mémoire qui a mis en lumière la ténacité de l'esprit humain et les conséquences cachées de la trahison. Autrefois considéré comme un homme charmant et ambitieux, le récit de David Thompson est devenu un avertissement contre l'avidité et la tromperie. Cependant, il a également servi de monument à la survie et à la capacité de reconstruction de Sarah, de Jennifer et de leurs enfants. Ils ont continué, déterminés à vivre sans mensonge, même si les cicatrices ne guériraient jamais complètement.